Soucieux du moindre détail, il scrute tous les dossiers. Pour lui, l'actualité n'a aucun secret. Alexandre Dubé. Donald Trump est devenu le premier ex-président des États-Unis à être reconnu coupable au criminel de ses 34 chefs d'accusation de falsification comptable pour des paiements fin 2016 à l'endroit de Stormy Daniels, ex-actrice porno avec qui il aurait eu une relation extra-conjugale, donc pour l'affaire Terre. Et plusieurs jours après cette décision du jury new-yorkais, on s'aperçoit qu'il y a toujours une espèce d'onde de choc qui déferle un peu partout. On en parle avec Stéphane Bureau. Salut Stéphane. Salut, je pense que Trump, s'il fallait qu'on puisse chacun d'entre nous donner 10% de ce qu'on a gagné en parlant de lui, serait beaucoup plus riche qu'avec toutes ses business. Il est fondamentalement le meilleur fonds de commerce de l'histoire du journalisme contemporain. Et d'ailleurs, à ce sujet, je me faisais en fin de semaine la réflexion pour tous ces médias qui estiment, peut-être à raison, que la démocratie est mise en danger par M. Trump. Je fais aujourd'hui le pari que s'ils le disent, ils voudraient surtout pas qu'il ne soit pas élu en novembre prochain, parce que la business pour les journaux et les télévisions pour les 4 prochaines années, s'il fallait qu'il soit élu, serait tellement meilleur. J'ai, une fois encore, en fin de semaine, après avoir eu l'audace de poser des questions depuis quelques jours, ou sur le processus, ou sur la question de la politisation de la justice aux États-Unis, je constate que quand on est dans le Trump, on est dans l'émotion pure. C'est-à-dire qu'il est impossible de mettre en lumière les contradictions d'une affaire ou les contradictions de ses adversaires, ce qui devrait être un peu notre mandat à nous, non pas que lui soit un saint au-dessus de tout soupçon, sans générer des réactions, je dirais, folles et passionnées. Quand on parlait il y a quelques années, au début de sa présidence, qu'il y avait un Trump derangement syndrome, je pense que c'est vrai. Personne n'arrive, c'est peut-être vrai pour moi aussi, à parler de Trump sans engendrer des passions, une déferlante de passions. Et depuis qu'il a été reconnu coupable, tant pour ses adversaires que pour ceux qui l'aiment, c'est une fiesta émotive avec grand renfort d'enfonçage de portes ouvertes pour ceux, évidemment, qui attendent ça depuis très, très, très longtemps et qui, à répétition, vont se gargariser de ce qui lui est arrivé pour se rassurer sur la suite du programme. Or, je ne suis pas certain qu'il soit pour autant disqualifié. D'ailleurs, ça a été beaucoup souligné, mais depuis 4 jours, sa caisse électorale fait tchic-tchic-tching, et il y a quelque chose que nous allons surveiller de très près, Alexandre, parce que ça nous ramène à la perception de la politisation du système judiciaire américain. Puis le système judiciaire américain est distinct du canadien ou de l'européen. Mais c'est l'argent publiquement donné par des pontes de la haute finance, que ça soit à Silicon Valley ou à Wall Street, des gens qui avaient pris leur distance, mais vraiment très, très, très vite après le 6 janvier, qui ne voulaient même pas prononcer le nom de M. Trump et qui, là, se fendent de tweets ou de X, je sais pas comment on appelle ça, ou d'autres communications sur leur réseau pour dire je suis indigné, j'ai envoyé de l'argent à M. Trump. Je dis pas que tout le monde des affaires, pour qu'on se comprenne bien, fait ça. Mais s'il y a une catégorie d'individus qui aiment faire les choses discrètement en général, c'est les gens d'affaires. Donc, parce qu'ils pourraient être, de leur point de vue à eux, des impôts à payer, toutes ces choses, plus favorables. Il y a certainement aucun doute. D'ailleurs, l'industrie du pétrole avait été amare à l'agot et M. Trump leur avait dit « Aidez-moi à lever des centaines de millions de dollars, puis je serai un bon président pour vous. » Donc, on peut comprendre que le monde des affaires soit intéressé par peut-être sa réélection. Mais là, c'est soudainement, sur cette affaire-là, parce que cette affaire-là interpelle le monde du business, évidemment. Est-ce que à New York, puis c'est pas mal là que ça se passe, il pourrait y avoir d'autres procédures pour falsification du grand livre ou autre chose? Est-ce que d'autres entreprises pourraient se retrouver dans le collimateur? Parce qu'il faut voir que M. Trump, dans un premier temps, dans une affaire où il n'y avait pas de victimes, c'est-à-dire personne n'était venu, s'était présenté au bureau du procureur en disant « j'ai été floué par l'entreprise de M. Trump ». Donc, dans une affaire où il n'y avait pas eu de victime, il y a eu des procédures, il a été condamné à payer 455 millions de dollars.
pour avoir gonflé artificiellement le chiffre d'affaires. Et là, dans ce cas-ci, ça part du même principe. Il a, si on se fie au verdict, falsifié ses livres afin de commettre un crime dans l'État de New York, c'est-à-dire altérer le cours des élections, mais ça relève quand même d'une manœuvre comptable d'une entreprise. Et non pas de M. Trump. Donc, est-ce que d'autres entrepreneurs aujourd'hui vont se dire, est-ce que cette créativité du procureur, du bureau du procureur, pourrait s'appliquer à nous? Je pense qu'il y a quelque chose dans la générosité soudaine et très publicisée de lié à ça. Alors, sur la question de la politisation. D'abord, depuis l'élection de Andrew Jackson au 19e siècle, ça nous ramène très loin en arrière, la justice aux États-Unis est nécessairement politisée parce que les juges, pour beaucoup, sont élus et que les procureurs le sont aussi. Alors, des juges démocrates ou des procureurs républicains, ça existe. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont incapables de se mettre au-dessus de leur contingence partisane? Non, je pense qu'en général, c'est ce qu'il faut faire, c'est accepter que ce Mais sont Trump les cogne règles. sur ce clou-là constamment, là. Il cogne sur ce clou-là, et dans l'affaire qui nous intéresse très précisément, je te pose une question, c'est à toi de me dire ce que tu en penses. Juan Merchan a fait un don à la campagne de M. Biden en 2020 et à un autre groupe qui est ouvertement anti-républicain et anti-Trump. On dira donc que c'est pas grand-chose, c'est un don de 35 $. C'est une question de principe. 10 cents ou 1000 piastres, à partir du moment où tu le fais, est-ce que ça a de l'impact? C'est interdit. Un juge ne peut pas le faire. Alors, M. Merchan, habile et probablement conscient des enjeux, est allé voir la magistrature et s'est rapporté lui-même, s'est dénoncé en disant « j'ai fait ça, il y a un an, il a fait ça ». Puis finalement, la commission, le comité responsable a dit bon, c'est un problème d'éthique, mais il n'y a pas de raison de vous récuser de quelque affaire que ce soit. Vous l'avez vous-même identifié. Peut-on imaginer qu'on aurait accepté que Donald Trump soit entendu par un juge qui aurait fait une contribution à sa campagne à lui en 2020? Est-ce qu'on pense qu'on aurait été collectivement rassuré à l'idée que le juge, qui est aux manettes, avait fait un don à la campagne de M. Trump et peut-être même un don à une organisation ouvertement antidémocrate? Ouais, non, je comprends. Ajoute à Stéphane, ça, c'est pas le juge qui l'a condamné, c'est les jurés. Puis la défense a participé à la sélection du jury. Oui, évidemment, dans une ville qui aussi, historiquement, a voté à 95% pour M. Trump, pour M. Biden. Ouais. Donc, on est toujours dans les apparences. On est toujours dans ce qui donne l'impression qu'il y a une politisation du processus. Ça ne veut pas dire que Juan Merchan n'est pas capable de rendre la justice. Ça veut dire que je te repose la question. Est-ce que nous aurions eu le même regard si le juge avait fait des contributions au parti de M. Trump? Est-ce qu'on aurait dit, c'est cool, il n'y a pas de problème, c'est quelqu'un qui est objectif? M. Trump a été bâillonné, mais a souvent souligné, évidemment, l'idée que la fille du juge faisait de l'argent en travaillant pour la campagne de Mme Harris en particulier, pour le Parti démocrate. C'est tout à fait légitime. Ça n'engage pas l'honneur de son honneur, évidemment. Mais est-ce qu'on aurait eu, nous, collectivement, le même détachement si on avait appris que la fille du juge dans l'affaire était liée très intimement en affaire avec la campagne de M. Trump? On se serait dit, ça regarde mal. Ça participe donc du processus de politisation. Et c'est vrai à chaque fois qu'on rend des jugements, je dirais, dans un registre qui est adjacent. Quand on a décidé d'instruire un procès en destitution de l'actuel secrétaire démocrate de l'intérieur, parce qu'à la frontière mexicano-américaine, il n'avait pas fait son travail. Est-ce que quelqu'un a douté? Alors, on me dira, c'est judiciaire adjacent, mais oui, c'est un processus judiciaire au Congrès. C'était une réponse politique à ce qu'on avait fait en d'autres temps à M. Trump. Et on pourrait arguer que, éventuellement,
Monsieur Trump a subi les contre-coups de ce qu'on faisait ou on a essayé de faire à Monsieur Clinton de façon abusive quand il était président. Il y a toujours cette odeur de politisation des choses quand on est dans le processus judiciaire aux États-Unis. Je me suis permis en fin de semaine de souligner la réaction que nous avons collectivement eue au jugement de la Cour suprême dans l'affaire Roe v. Wade sur l'avortement. Alors, c'est des enjeux différents, ce sont des cours différentes, cours fédérales, cours d'État. Mais ce qui est évident, c'est que quand on a reçu cette décision, alors pour ma part, je suis peut-être comme toi, je fais partie de ceux qui sont parfaitement favorables à ce qu'on puisse légaliser l'avortement. Il y a un problème de vice, de forme aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un seul gouvernement, appelons ça comme ça, une majorité qui a choisi de légiférer pour qu'il y ait une loi. C'est-à-dire que c'était toléré parce que la Cour suprême s'était prononcée. Or, à la faveur d'un changement de l'équilibre à la Cour suprême, Roe v. Wade a été renversé et a renvoyé aux États le soin de décider si l'avortement devait être légal ou non ou comment ça serait balisé. Et évidemment, à ce moment-là, la réponse c'était la Cour suprême est politisée. C'est ce qu'on disait. Et c'est pas totalement faux. Est-ce que je veux douter des intentions des juges? Ben, je peux pas commencer à le faire. Pas plus que je peux douter du verdict rendu la semaine dernière. Les 12 jurés ont eu à réfléchir sur ce qui leur était soumis et bien entendu, ils ont fait leur travail, c'est ce qu'on doit toujours accepter, mais on ne peut pas, dans le contexte de la campagne électorale et de ce qui se passe aux États-Unis, faire abstraction de la perception. Et puis, sur le fond, et là c'est vraiment très compliqué, ce qu'on réalise, c'est qu'aux États-Unis, il n'y a pas unanimité de vue sur la procédure, littéralement sur la manière. Je finis sur la politisation. Alvin Bragg, c'est son droit le plus strict de procureur qui a instruit l'affaire et qui l'a fait avec succès parce qu'il avait été précédé par un redoutable procureur à New York, M. Vance, qui avait choisi de pas jouer dans ce film-là. Les procureurs fédéraux contre M. Trump sur la même affaire, alors que Mike Cohen, le témoin principal, avait été déjà reconnu coupable, ont choisi de pas rouler les mécaniques et de s'attaquer à l'ancien président. Alvin Bragg, donc, a été plus audacieux. Mais si on faisait l'inventaire, parce que en fin de semaine, il y avait d'un côté le New York Times qui disait procès bien mené, de l'autre le New York Post qui disait c'est une affaire politiquement puante. Puis entre les deux, un magazine, par exemple, comme le New York Magazine, qui est plutôt dans la ligne éditoriale du New York Times, qui publiait le texte d'un ancien procureur qui disait c'est une affaire qui a été instruite sur, disons, une mécanique judiciaire qui pourrait être questionnable, ou sinon qui est questionnable. Je laisserai le procureur en question faire sa démonstration, mais c'est ce qu'on lit, en particulier aux États-Unis, et c'est pas une mauvaise idée de le souligner. C'est que, d'abord, à l'origine, ce qui est retenu, parce que c'est dans le cas Trump, c'est comment on fait passer un délimineur à un crime. Parce que délimineur, c'est jouer dans ses livres, et ça, normalement, tu te fais taper ses doigts, tu as une amende, tu vas rarement en prison. Mais on a dit, et on a réussi à prouver devant le jury, qu'il y avait l'intention de commettre un autre crime. Donc, dans un premier temps, le délit mineur, il y avait prescription. Puis la prescription a été contournée parce que c'est normalement 2 ans, mais sous prétexte de ce qu'il y avait cette intention. Déjà, c'est une mécanique complexe, mais ça a marché. Ça a tenu la route, le juge a accepté. Et ensuite, on arrive dans le cœur de l'affaire. C'est le crime qui a été commis. Donc, c'est la violation d'une loi d'État à New York. Mais on dit aux différents jurés, ça a été violer cette loi by unlawful means, par des moyens illégaux, et vous avez 3 options à partir desquelles vous pouvez vous faire une tête. Est-ce que c'est la loi fédérale sur les élections? Est-ce que c'est une falsification du grand livre? Est-ce que c'est de l'évasion fiscale? Alors, ça nous ramène à un principe fondamental et qui est inscrit dans la Constitution, c'est le 6e amendement. Un procès équitable implique qu'en amont, tu saches de quoi tu es accusé. Alors, on pourra débattre longuement sur les détails, ça semble pointu, mais c'est à la toute dernière minute, et c'est apparemment autorisé, que le bureau du procureur a présenté ses derniers arguments, a présenté ce qui était le contexte de la loi violée, mais
ça pose les unlawful means, par quels moyens, et donc comment le jury a eu à interpréter ce que étaient ces moyens violés, puis on ne sait pas dans le détail ce sur quoi ils se sont prononcés. On sait qu'il y a une loi qui a été violée, une loi d'État, pas souvent invoquée. Alors, tout ça pour dire, parce que ça semble bien spécieux ce matin, qu'il y a de bonnes raisons de penser que l'affaire pourrait aller, et c'est normal, dira-t-on, en appel, mais qu'il y a déjà des procureurs, des gens qui questionnent la manière. Alors moi, j'ai pas la compétence, évidemment, d'un avocat pour aller dans le détail davantage, mais ce que ça fait pour nous ramener à la perception, ce que ça fait, c'est qu'on est aujourd'hui dans un pays où peut-être était-il nécessaire d'aller au bout de cette logique judiciaire pour qu'il puisse être enfin condamné, mais ça ne changera strictement rien à l'équation politique, sinon même ça va ajouter un accélérant. Quand on parle de pays divisés aux États-Unis, il n'y a aucun doute. Alors, est-ce qu'on pouvait faire taire la justice pour éviter ça? Peut-être pas, mais à partir d'aujourd'hui, on est dans un nouveau combat politique sans précédent avec quelqu'un qui a été reconnu coupable et depuis jeudi, on se demande quel impact ça aura sur les sondages. On sait que ça en a déjà un sur le financement de la campagne de M. Trump, et j'en suis assez convaincu aussi, ça va radicaliser. Alors on dira, est-ce que c'était nécessaire puisque M. Trump avait déjà une assise solide? Ça va radicaliser une partie de son électorat, et ça va créer, parce que disait hier M. Trump? S'il fallait que j'aille en prison, mes électeurs pourraient perdre peut-être patience. Alors, le juge n'avait pas à considérer ça, puis n'a pas à le considérer dans la sentence qu'il va le prononcer. La justice doit être aveugle. Je ne voudrais pas être dans la toge du juge Merchant, parce que est-ce qu'il va se permettre de donner une sentence de prison? Sera-t-elle suspendue quelques jours? Parce qu'il aura estimé ce qu'est le crime commis et ce que ça représente. Mais évidemment, on manipule de la nitroglycérine. Et t'imagines le cirque, Stéphane? T'imagines le cirque si le juge l'envoie en prison? Ça va être complètement fou. J'imagine parfaitement le cirque. J'imagine parfaitement le cirque. J'étais là-dessus jeudi et encore aujourd'hui d'avis qu'il y a des risques de chaos. Je dis pas de guerre civile, de chaos réel. Et ça se peut... Alors, on dira encore une fois, c'est de la faute à M. Trump, il y avait juste à faire attention. Puis bien oui, quand la justice est rendue, tu vis avec les conséquences. Mais dans un contexte électoral, c'est la question du déni de démocratie. On l'a souvent souligné, les électeurs de M. Trump. Et d'autres, pas juste ceux de M. Trump immédiatement, vont dire, est-ce que c'est dans les circonstances, est-ce que c'est à la justice de choisir, est-ce que c'est aux électeurs? C'est pas inextricable, c'est complexe. Et ça va faire en sorte que les prochains mois, en plus d'être politiquement intéressants, vont être socialement chargés. Il y a quelque chose qui vient de s'ajouter, c'est la possibilité qu'il y ait des moments de dérape où, si on craint, ou on a craint ce qui s'est passé le 6 janvier 2021, dans le contexte où M. Trump pourrait se retrouver à aller en prison, il y a fort à parier que ça ne sera pas nécessairement reçu comme lettre à la poste. C'est pas évidemment une menace que je fais. Et à chaque fois, c'est ce qui m'intéresse quand on parle de Trump et du contexte, c'est qu'on devient un chantre de l'homme pour simplement mettre en lumière le parcours ou ce qui se passe dans l'arène où il existe. La question de la perception de la justice en ce moment aux États-Unis est fondamentale pour la suite des élections. Fait que dans l'esprit de certains, toi, t'es un procureur de Trump, là. C'est ça? Pour dire, oui, effectivement, et entre toi et moi, j'ai pas de sympathie particulière pour lui, mais j'ai une aversion, mais vraiment complète pour la contemplation heureuse de nos angles morts. C'est-à-dire que, au nom de la détestation du personnage, sommes-nous prêts à faire et accepter de ne pas regarder le réel tel qu'il se présente? Je pense que c'est une erreur grave. Merci Stéphane. Plaisir.